les vacances, nous avons commencé le chapitre 4 sur les besoins alimentaires des êtres humains. Nous avons vu dans cette première partie que les besoins alimentaires étaient différents en fonction de chaque individu. Nous avons ensuite étudié le parcours des aliments dans l'organisme et l'origine des aliments que nous consommons. Nous avons, juste avant les vacances, commencé la dernière partie sur la transformation et la conservation des aliments, à savoir quel est le rôle des micro-organismes dans cette transformation et cette conservation. Les microbes permettent de transformer nos aliments. Nous avons pris l'exemple du pain et nous avons fini le chapitre en expliquant que pour transformer la farine en pain, le boulanger pouvait utiliser ce champignon microscopique qui allait faire gonfler la pâte et permettre l'apparition d'alvéoles, c'est-à-dire de trous, dans la mie du pain. Ce micro-organisme dont on parlait et qui est responsable de cette transformation, c'est la levure de boulangerie. Aujourd'hui, nous allons réaliser la dernière partie du chapitre. Nous allons nous intéresser aux microbes qui peuvent détériorer nos aliments. Après le dernier bilan que vous avez écrit dans votre cahier, je vous demande d'écrire grand B. Les microbes peuvent détériorer des aliments. Regardons ensuite ce premier document ensemble. Sur ce premier document, je vois une assiette avec 4 aliments, un champignon, un kiwi, un morceau de pomme et un morceau de banane. Lorsque je laisse cette assiette à l'air libre et à la lumière, 1 heure après, je peux observer que sur chacun de ces aliments, des taches brunes sont apparues. Si je mets la même assiette cette fois-ci à l'air libre mais à l'obscurité, certaines taches apparaissent mais semblent moins importantes. Si je recouvre de citron en laissant à l'air libre, j'observe là aussi des taches, notamment sur le morceau de pomme et sur le morceau de banane. Et si je mets ce qu'on appelle sous vide, à ce moment-là, l'assiette reste totalement intacte. Certains aliments se sont dégradés dans certaines conditions, mais pas sous vide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons étudier dans l'activité numéro 26, la détérioration des aliments par les microbes. Je vous demande donc de coller la feuille correspondant à cette activité. Ce que nous allons chercher à comprendre aujourd'hui, c'est comment les micro-organismes peuvent détériorer nos aliments et comment pouvons-nous empêcher cela. Alors, on va commencer par une première partie sur la détérioration des aliments. Première partie, le problème c'est que ces micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies, peuvent se multiplier. Regardons le document 1, page 131 de votre livre. Expliquons, à partir de ce document, pourquoi la présence de micro-organismes dans nos aliments peuvent-elles poser un problème. Premier document, donc, à la page 131 de votre livre, nos aliments sont aussi ceux des micro-organismes. Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques qui sont présents partout dans l'environnement. Certains sont complètement inoffensifs, voire bénéfiques, c'est-à-dire qu'ils sont bien pour l'être humain, comme par exemple ceux qui sont présents dans le yaourt, mais d'autres peuvent avoir des effets néfastes, soit sur le goût des aliments, soit sur la santé. Qu'est-ce que ça veut dire des effets néfastes? Eh bien, ça veut dire des effets mauvais, soit sur le goût des aliments, soit sur carrément la santé. Si j'observe cette image, ici j'ai des fraises fraîches de saison et à côté des fraises avariées. En fait, elles sont avariées, c'est-à-dire qu'elles sont pourries parce qu'on observe que se développe sur les fraises une pourriture qui équivaut en fait à des micro-organismes qui se nourrissent de la fraise à notre place. Ces fraises ne sont pas appétissantes, nous n'avons pas très envie de les manger. Elles détériorent le goût de ces fraises. On n'a pas très envie de les manger. Pourquoi? Parce qu'elles ont un goût de pourriture. Et elles pourraient même provoquer des problèmes sur notre santé. Réponse à la première question. Certains micro-organismes peuvent se développer sur des aliments et peuvent être néfastes parce qu'ils modifient le goût de ces aliments
ou qui peuvent entraîner des maladies comme par exemple des intoxications alimentaires. Oui, mais alors, comment pouvons-nous limiter cette multiplication, cette prolifération de micro-organismes? Regardons une petite expérience qui a été réalisée, là encore, avec des levures, les fameux champignons microscopiques. Comparons les résultats obtenus dans ces expériences et expliquons finalement quelle est la condition nécessaire à la multiplication des levures. Ici, dans cette première expérience, j'observe des levures qui ont été placées dans un tube à 25 degrés dans de l'eau non sucrée. 7 jours après, j'observe qu'il y a davantage de levures. Les levures se sont donc multipliées. Si je fais la même expérience, mais cette fois-ci en mettant les levures dans de l'eau sucrée, 7 jours après, qu'est-ce que j'observe? Que le nombre de levures qui s'est nouvellement formé est beaucoup plus important que dans de l'eau non sucrée. Qu'est-ce que je peux donc en conclure? Ben oui, que les levures ont besoin de sucre pour se développer. Alors j'écris dans mon cahier, réponse à la question numéro 2. D'après le document, j'observe qu'au bout de 7 jours, le nombre de levures dans l'eau sucrée est nettement plus important que dans l'eau non sucrée. J'en conclus donc que les levures ont besoin de sucre pour se multiplier. Donc finalement, pour éviter que ces micro-organismes se multiplient, il faut éviter de mettre du sucre partout. Autre moyen de limiter la prolifération. Regardons cette histoire de température. À partir de ce document, déterminons quelles sont les températures défavorables au développement des micro-organismes. J'ai ici un premier document qui me montre avec un thermomètre des températures ici et des informations sur la droite. Je constate qu'entre 2 degrés et 65 degrés, j'ai une forte multiplication des micro-organismes. Si je descends en dessous de 0 degré, j'arrête la multiplication des micro-organismes. Mais je ne tue pas ces micro-organismes. Juste, j'arrête qu'ils se multiplient. C'est comme s'ils étaient en train de dormir, d'hiberner, on va dire. Au-delà de 65 degrés, jusqu'à 100 degrés, je vais cette fois-ci détruire les micro-organismes. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation. Et c'est ce qui se passe dans vos bouteilles de lait. Vos bouteilles de lait sont pasteurisées, c'est-à-dire qu'elles sont chauffées entre 65 et 100 degrés pour détruire la plupart des micro-organismes. La plupart, ça veut dire pas tous. Pour chauffer encore plus fort, ça permet de détruire toutes les formes de micro-organismes, même les formes les plus résistantes. C'est ce qu'on appelle la stérilisation. C'est ce qui se passe lorsque l'on fait des boîtes de conserve. Par exemple, cette boîte de sardines. Finalement, quelles sont les températures qui sont défavorables au développement des micro-organismes? Je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir. Alors voilà la réponse. D'après le document, j'observe que la multiplication des micro-organismes est différente en fonction de la température. En effet, en dessous de 0 degré, les micro-organismes arrêtent de se multiplier. Et chauffés au-dessus de 65 degrés, la plupart des micro-organismes sont détruits. Si on chauffe au-dessus de 100 degrés, cette fois-ci, même les formes les plus résistantes vont être détruites. Finalement, pour limiter cette prolifération, il suffit donc de soit refroidir en dessous de 0 degrés, soit chauffer au-dessus de 65 degrés. C'est une histoire de conservation des aliments. Regardons enfin ce avant-dernier document. À partir de ce document, qui est page 131 de votre livre, expliquez comment le principe de conservation des aliments a évolué au cours du temps. Au Moyen-Âge et à l'Antiquité, qu'est-ce qui se passait? On conservait nos aliments, comme par exemple la viande, la charcuterie, le fromage, dans des sacs avec du sel pour les fumer, ou alors on enlevait l'eau pour les déshydrater, et on faisait ce qu'on appelle de la fermentation. C'était les 3 techniques qui étaient utilisées à l'époque pour permettre de conserver les aliments dans le temps.
Évidemment, cette conservation ne pouvait pas durer éternellement. Donc, au bout d'un moment, on était obligé de manger les aliments au risque qu'ils soient contaminés par certains micro-organismes. Au cours du 19e siècle, on a commencé à mettre en conserve nos aliments. Ici, sur cette image, vous pouvez observer un atelier de remplissage de boîtes de conserve. Les gens ont commencé à chauffer les aliments et en les chauffant, ils les ont mis dans des boîtes pour les conserver jusqu'au prochain repas. À partir de 1900, il y a eu la pasteurisation, c'est-à-dire de chauffer dans des grands fours à plus de 165 degrés pour pasteuriser les aliments. Il y a eu aussi la stérilisation, ou alors on chauffait à plus de 100 degrés pour être certain d'éliminer la plupart des micro-organismes. Et parallèlement à ça, la réfrigération, c'est-à-dire l'apparition des frigos, est apparue. Depuis 1960, il y a de nouvelles techniques qui ont été mises en place, comme la lyophilisation, le traitement avec des micro-ondes et le traitement UHT, voulant dire ultra haute température. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce document? Que de l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, les aliments étaient fermentés, déshydratés, fumés, afin d'être conservés. Au cours du XIXe siècle, l'homme, l'être humain, a commencé à mettre en conserve ces aliments, afin de les conserver dans le temps. À partir de 1900, l'homme va pasteuriser et stériliser ses aliments. Et il va utiliser des réfrigérateurs pour conserver ses aliments. Depuis 1960, il utilise différents traitements et une lyophilisation pour conserver ses aliments. Dernière étape, l'hygiène alimentaire. Pourquoi est-ce qu'il existe des règles d'hygiène lorsque l'on travaille en cuisine? Quel est l'intérêt de ces actions qui sont proposées sur les différentes images? Alors, première image, qu'est-ce que l'on observe? On observe quelqu'un qui est en train de nettoyer le plan de travail. Sur la deuxième image, la personne lave ses légumes. Sur la troisième image, la personne porte des vêtements adaptés, comme ceux que vous pouvez voir lorsque vous allez à la cantine et que vous voyez les personnels de la cantine habillés avec un masque, une charlotte, une blouse, quelquefois des gants. Et enfin, la dernière image correspond au nettoyage des instruments de cuisine. Ici, une casserole. Si l'on désire conserver des aliments ou des plats cuisinés, la meilleure solution est d'éviter évidemment que les micro-organismes néfastes ne viennent contaminer ces aliments. Pour éviter cela, il existe des règles simples qui permettent d'empêcher cette présence de micro-organismes. Et pour empêcher ça, il faut réaliser toutes ces étapes que vous avez sur ces 4 images. Il existe donc des règles d'hygiène en cuisine qui permettent d'empêcher la présence de micro-organismes, soit sur les surfaces de travail, soit sur les instruments de cuisine par exemple, ou carrément sur les vêtements. C'est pour ça qu'il faut porter des vêtements adaptés, nettoyer son plan de travail et les instruments de cuisine, et évidemment nettoyer les aliments que l'on va consommer. Le bilan, ce qu'il y a à retenir de cette dernière partie du chapitre. Certains micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies, vont se développer dans nos aliments. Et pour éviter, empêcher et limiter cette prolifération, cette multiplication, l'homme a développé une conservation. Ainsi, il peut conserver longtemps des aliments stérilisés ou mettre des aliments au froid pour ralentir ou stopper la multiplication des micro-organismes pathogènes. J'espère que vous avez compris ce cours. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous poser des questions via Pronote.